Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence sur l'alimentation et le myélome. Alors, pour le moment, nous sommes une petite centaine à être connectés, mais nous avons 239 personnes inscrites. Donc, nous avons bon espoir de voir encore pas mal de monde. Alors, quelques petites explications sur le fonctionnement que beaucoup connaissent déjà. En bas de votre écran, à droite, complètement à droite, vous avez le chat qui sert à vous dire bonjour, à discuter entre vous. Et par contre, pour poser vos questions, il est important d'aller vraiment dans la rubrique questions qui est juste à côté du chat pour qu'on puisse rassembler vos questions et les reformuler si besoin et les présenter à notre intervenante. Alors, nous sommes à 109, 110, ça monte, les enchères montent. Voilà, alors pendant que tout le monde est en train de se connecter, vous verrez que nous avons que la présentation, on va d'abord présenter les intervenants, bien évidemment. Ensuite, notre président Laurent Villot vous parlera de Miellonnet, que certains connaissent, mais je pense qu'il est bon d'en reparler et surtout de dire tout le potentiel que représente cette plateforme. Et puis ensuite, Valérie Becker nous présentera donc le sujet de l'alimentation et du myélome aux différentes phases des traitements, de l'autogreffe aussi et à la période de rémission. Voilà, donc ça monte, 115 personnes. Alors, nous allons présenter les intervenants. Donc, en fait, cette conférence, comme on ne manque pas d'humour à la F3M, nous allons vous dire que c'est un produit de la région Grand Est. Voilà, ça a été initié par Sophie Delmer, qui habite Sedan en Ardennes, et moi-même à Colmar. Alors, pourquoi cet atelier? Parce que nous nous occupons avec Sophie de toute la partie bien vivre avec son myélome. Et entre autres, dans toutes ces questions, il y a bien sûr l'alimentation qui peut être compliquée à gérer à certaines périodes de la maladie. Et puis donc Valérie est diététicienne au service d'hématologie à Licence. Et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous, puisqu'elle a une grande expérience en hématologie et qu'elle va pouvoir nous partager ses connaissances et nous donner beaucoup de conseils. Et donc Laurent, notre président, qui lui n'est pas alsacien, mais normand. Donc avant de vous joindre, nous avons échangé sur les bienfaits de nos diverses régions, que ce soit en Alsace ou en Normandie, on y mange bien. Et donc, même quand on est malade, on devrait pouvoir avoir plaisir à manger et à déguster. Et puis, nous avons deux personnes qui, dans l'ombre, assurent toute la partie technique et qui sont aussi des Alsaciens dans le nord de l'Alsace. Voilà, pour l'Alsace, j'arrêterai. Et donc maintenant, je passe la parole à Laurent qui va nous parler de Miellonnet. Laurent, on ne t'entend pas? Je suis un peu dans les choux, pardon, c'est d'à-propos, des choux d'Alsace, évidemment. Je n'avais pas mis mon micro. Donc, bonsoir à tous. Miellonnet, c'est pour tous ceux qui participent au MOOC depuis son ouverture en décembre. C'est la nouvelle plateforme qu'on a créée pour qui accueille tout le MOOC, donc tous les cours, on appelle ça des cours maintenant du MOOC, avec les webconférences, avec les contenus. Mais c'est plus seulement ça. Le MOOC, c'est une partie, mais Miellonnet, en fait, on a mis sur Miellonnet l'ensemble des connaissances que la F3M a sur le myélome et vivre avec le myélome.
Et donc, en allant sur Myelonet, vous allez avoir accès à toutes ces informations qui sont mises à jour chaque année, même 2 fois par an, par l'équipe des tuteurs du MOOC. Donc, pour aller sur la plateforme, hein, pour accéder à Myelonet, c'est facile, il suffit d'aller sur le site af3m.org. Hein, vous allez trouver le petit onglet, enfin en haut à droite, Myelonet. Voilà, vous allez, vous cliquez dessus, vous arrivez dans l'espace associatif, vous créez votre espace, et puis vous avez Myelonet qui apparaît, un seul mot de passe. Vous verrez, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait précédemment. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous envoyez un petit mail, de toute façon, on vous aidera. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à la F3M pour accéder à toutes ces données. Par contre, si vous voulez, c'est bien, bien sûr d'adhérer, de soutenir l'association, mais voilà, l'association, elle se doit d'apporter de l'information à tous, malades et aidants, qu'ils soient adhérents ou pas. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Je vais aller vite fait, mais voilà, on vous demande un identifiant, votre qualité si vous êtes malade ou aidant. Et puis voilà, cette plateforme, elle va être, tous les contenus vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Hein, ce qui n'était pas le cas du MOOC. Hein. Il n'y a plus de tuteurs, mais par contre, il y a moyen de laisser des messages. Et s'il y a des messages, ben, on répondra moins vite que répondent les tuteurs, mais on répondra aussi aux messages. Voilà. Donc, Myelonet, allez-y. Je me permets de rajouter que comme on complète régulièrement toutes les informations, il va y avoir 2 nouvelles vidéos, une dans le cours 9 et une dans le cours 10. Alors l'une évoque, ce sont 2 témoignages de patients qui ont eu une autogreffe relativement récemment et qui témoignent de leur retour à domicile. Donc ça, je pense que ça peut vraiment intéresser pas mal de monde. Tous les nouveaux malades. Et puis, dans le cours numéro 10, alors, pour la première fois, à la F3M, on évoque la question des soins palliatifs. Et donc, il y a également une vidéo là, qui sera mise prochainement sur le site, dans le cours numéro 10. Voilà, c'était juste pour compléter. On fera un petit rappel sur les réseaux sociaux, hein, sur la mise en ligne de ces vidéos. Alors maintenant, j'ai donc le plaisir de passer la parole à Valérie. J'ai eu la chance de rencontrer Valérie à l'ICANS, donc l'Institut de cancérologie de Strasbourg, puisqu'il y a une équipe vraiment très, très active sur Strasbourg et une équipe bien complète en hémato. Donc, nous avons vraiment beaucoup de chance. Donc, Valérie va nous apporter toutes ses connaissances et ses compétences. Je vous cède la parole, Valérie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Du coup, merci pour l'invitation et à la participation de cet atelier de diététique. Merci à la F3M et à Claire Dubré du coup de m'avoir sollicité et merci pour cette gentille présentation. Du coup, voilà, on va essayer de parler un petit peu de l'alimentation dans le myélome. Il y aura un petit temps 2 temps, je crois même, de questions qui sont prévues pour pouvoir échanger un petit peu s'il y a des choses particulières qui n'ont pas été claires ou des précisions à apporter. Donc, n'hésitez vraiment pas. Alors, donc je vous propose de parler, en fait, de partager cette présentation en 3 parties. Un petit peu de parler de la période des traitements, des différents traitements du myélome. Parler un petit peu de l'autogreffe, qui est quand même une période un peu particulière. Et puis de l'alimentation dans les moments de rémission. Donc pour commencer, alors pendant les traitements, on sait maintenant, depuis plusieurs années, qu'à peu près 40% des patients vont être dénutris, vont être atteints de dénutrition à un moment ou à un autre dans leur parcours de soins. Alors ce chiffre de 40%, c'est un peu tout cancer confondu, mais ça reste quand même notre principale problématique et la principale problématique rencontrée. Cette dénutrition, en fait, comment on peut la repérer et qu'est-ce que c'est? Alors c'est souvent une perte de poids involontaire, pas forcément
beaucoup de poids, contrairement à, enfin, il faut être alerté assez rapidement, puisqu'à partir de 5% de perte de poids en moins d'un mois, donc finalement que 3,5 kg pour une personne de 70 kg, ou 10% de perte de poids en 6 mois, soit par exemple 6 kg pour quelqu'un qui pèserait au départ 60 kg, on parle déjà de dénutrition. Et là, du coup, c'est important pour nous aussi de penser à raisonner en pourcentage de perte de poids et pas en kilos, parce que forcément, ça ne va pas être tout à fait pareil de perdre 3 kilos quand au départ on pèse 40 kilos ou quand on en pèse 90. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et la principale problématique, en fait, avec cette perte de poids involontaire, c'est que très souvent, c'est de la perte de masse et de force musculaire qui va être délétère un petit peu dans différents domaines. On a maintenant à notre disposition pas mal d'outils ou de tests à faire aussi pour pas seulement évaluer le poids et la perte de poids du patient, mais aussi un petit peu suivre justement cette évolution de la masse et de la force musculaire. Voilà. En fait, cette dénutrition, elle est vraiment problématique parce qu'elle entraîne une moins bonne tolérance des traitements. Ça augmente le risque de faire des complications, notamment infectieuses, tout au long du traitement. Ça diminue l'efficacité des traitements, ça les rend notamment plus toxiques et ça altère forcément la qualité de vie. Quand on est plus faible, quand on a plus de mal à se déplacer, ça augmente le risque de chute. Ça va aggraver le pronostic de la maladie, des cancers de manière générale. Et avec une petite remarque que ce risque de dénutrition, il va être augmenté pour la personne âgée. Donc, en fonction de l'âge de découverte du myélome, le risque de dénutrition va être augmenté puisqu'il y a aussi une perte de masse musculaire physiologique liée à l'âge. Et ça commence assez tôt, cette affaire-là, puisque à partir de 30 ans déjà, on perd en fait à peu près... alors en moyenne, à peu près 1% de masse musculaire par an, ce qui fait quand même 10% par an, et c'est un phénomène qui s'accélère à partir de 50 ans. Ce qui fait qu'à 70 ans, physiologiquement, on a souvent perdu à peu près 50% de notre masse musculaire au profit de tissus plutôt adipeux. Donc voilà, ça va être la principale problématique pendant les traitements. Du coup, l'objectif principal va être de maintenir un bon état nutritionnel avec deux principaux axes. C'est de maintenir une activité physique adaptée et une alimentation qui permet de couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme. Et c'est forcément sur ce deuxième point c'est le deuxième point que moi je vais un petit peu plus développer ce soir. Alors, un triste constat, malheureusement pour commencer, c'est que 8 patients sur 10 déclarent rencontrer une diminution de leur appétit pendant les traitements, liés très souvent aux effets secondaires des traitements anti-cancer, soit par une perte ou une modification du goût ou de l'odorat, des patients qui ressentent moins certains goûts que d'autres ou plus de goût du tout, des fois de manière un peu prolongée, des fois c'est des choses un petit peu plus ponctuelles, mais c'est des choses qu'on rencontre quand même fréquemment. Des nausées, des vomissements, des problèmes de diarrhée, de constipation. Et là encore, en fonction des patients, une fatigue qui est accrue pendant les traitements et à cause de la maladie, qui du coup va aussi entraîner peut-être plus de difficultés ou de motivation à se faire la cuisine pour faire les courses. Si le patient est assez isolé et seul, ça peut être aussi une difficulté supplémentaire pour se mettre à table ou pour se préparer des repas. S'il y a des problèmes dentaires préexistants ou qui apparaissent au cours du traitement, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant aussi parce que forcément, ça va nécessiter derrière une adaptation des repas, des difficultés financières aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent encore accentuer les difficultés pour s'alimenter pendant un traitement de cancer ou de myélome. Alors, il y a des petites choses déjà très souvent qu'on rencontre et qu'on peut conseiller dès le départ et dès que l'appétit commence un petit peu à être modifié ou à être diminué.
c'est très souvent, en fait, les personnes sous traitement ont du mal à faire des vrais repas, à garder un rythme habituel ou normal de 3 gros repas dans la journée. Donc déjà, on peut commencer par leur conseiller de faire plutôt des petites prises alimentaires tout au long de la journée pour compenser le fait que les volumes sont plus petits, qu'on n'arrive pas forcément à en manger beaucoup à la fois, ou en tout cas moins en quantité que ce qu'on fait d'habitude. Donc vraiment, nous, on encourage, faut pas hésiter à faire des petites collations entre les repas, grignoter un petit peu tout au long de la journée, des choses qu'on aime, alors de préférence assez riches. Mais voilà, il y a des gens qui sont naturellement plus attirés par du sucré ou par du salé. Et nous, on va essayer d'orienter forcément ces choix-là vers des aliments plutôt riches et intéressants nutritionnellement, comme des amandes, des noix, des noisettes, des petits dés de fromage, des petites tartines de fromage à tartiner, des produits laitiers, en fonction un petit peu des goûts de chacun. Donc, comme dit, on va essayer de conseiller un petit peu les patients sur un choix d'aliments plutôt riches. J'aime bien dire que, quitte à choisir son yaourt quand on fait les courses, on va essayer de le choisir plutôt lait entier que classique ou normal. Maintenant, on trouve dans le commerce aussi pas mal de yaourts un peu plus riches en protéines, le Skyr, il y a certaines marques de yaourt, enfin sans citer forcément des marques, mais qu'on trouve dans le commerce qui sont très riches en protéines. Donc ça, c'est des produits qui peuvent être vraiment intéressants pour augmenter un petit peu la consommation de protéines dans la journée. On peut aussi conseiller un petit peu d'enrichir ces plats, justement, pour que sous un même volume, il soit vraiment le plus riche possible. J'aime bien donner l'exemple de la soupe, parce que c'est un exemple qui est bien parlant. Si on mange juste un bol ou une assiette de soupe de légumes qui est composée de légumes mixés, cuits dans de l'eau, ça ne va pas forcément être très, très calorique. Donc vraiment, à l'inverse, on va essayer d'y rajouter de la crème fraîche, de rajouter un jaune d'œuf, un fromage type vache qui rit qu'on peut mélanger dedans pour l'enrichir un petit peu. Quand on mange des pâtes, pas hésiter à rajouter du parmesan ou du gruyère râpé pour que ce soit un petit peu plus riche aussi et plus intéressant nutritionnellement. C'est d'autant plus important de le faire quand on mange des petites quantités. Que ces petites quantités-là, encore une fois, soient vraiment le plus riche possible. En cas de trouble du goût, on peut vraiment essayer aussi de jouer un petit peu sur tout ce qui est épices et herbes aromatiques pour relever un petit peu le goût. Souvent, le goût acidulé, c'est un goût qui persiste assez longtemps et que les gens ressentent encore bien. Donc, des fois, de boire un petit peu d'eau pétillante citronnée, par exemple, avant un repas pour réveiller un petit peu les papilles gustatives, c'est des choses qui, des fois, peuvent un petit peu améliorer les choses. Ce qu'on peut des fois aussi être amené à conseiller, c'est d'essayer de préparer ses plats à l'avance quand on arrive à anticiper. Voilà, de se dire les jours où on est un petit peu plus fatigué, qu'on sait que ça va être plus difficile de se faire la cuisine ou de se préparer quelque chose, c'est des fois plus facile d'avoir quelque chose au congélateur, un petit plat tout fait, qu'on pourra juste sortir et se préparer comme ça. Quand on a un petit peu un dégoût des odeurs et que c'est difficile de rester, par exemple, dans la cuisine au-dessus de vapeur ou d'odeur de cuisine, des fois les repas froids, c'est un petit peu plus facile aussi. Parce que du coup, il y aura forcément moins d'odeur de cuisson. Donc, des fois, de manger une petite salade composée avec du riz, du thon, du maïs, des petits dés de fromage, ça sera plus facile que de manger un plat chaud en sauce qui sera peut-être un petit peu plus écœurant à l'odeur quand on est sensible à ce niveau-là. En fait, finalement, il n'y a pas un seul conseil magique ou miracle qui fonctionnerait pour tout le monde, mais vraiment plein de petits conseils à adapter en fonction des problématiques que la personne va rencontrer et en fonction de ses habitudes, de ses goûts, de ce qui passe le mieux. Donc, c'est bien de demander conseil à son médecin, de demander éventuellement à être suivi à une diététicienne si c'est possible dans le centre où vous êtes suivi pour essayer de s'adapter le plus possible à ce qui peut vous convenir. Alors, je voulais vous montrer un site qui est bien fait. Alors, ça peut être ça pourrait passer pour un jeu de mots, mais ça l'est pas. C'est le site Vite fait, bien fait, où justement, il y a pas mal de petites astuces qui peuvent un petit peu aider au quotidien et des idées recettes. Alors, je vais essayer de vous faire un partage d'écran. Normalement, ça devrait marcher. Alors.
Voilà, normalement là vous devriez voir le site vite fait bien fait, si juste Claire ou enfin si quelqu'un peut juste me confirmer que c'est bon. Ça fonctionne Valérie. Merci beaucoup. Du coup, là, voilà, en cliquant sur cette page internet, donc on arrive sur la page d'accueil. Et alors, je pense que vous voyez aussi ma souris. Donc, au-dessus, il y a les petits onglets avec des idées recettes, plantes. Alors, si on va dans, par exemple, plantes et épices, on peut voir un petit peu donc, des idées, par exemple, la cannelle qui a des vertus anti-inflammatoires, les baies de goji, le gingembre en cas de nausées, vomissements. Et en fait, quand on clique dessus, on arrive donc sur des petites explications sur les bienfaits. Et en fait, à côté, en parallèle, il y a toujours des petites idées de recettes associées. Donc ça, c'est un premier moyen d'y accéder. Ou alors, quand on va directement dans l'onglet trucs et astuces, là aussi, un petit peu en fonction de... Enfin, il y a différentes thématiques que je vous laisse un peu découvrir pour adapter, par exemple, les textures en cas de problème de déglutition. Comment enrichir un petit peu son alimentation, par exemple. Donc, on peut un petit peu regarder dessus et on va retrouver un petit peu des idées pour justement enrichir. Il y a des petites vidéos aussi de recettes. Et l'onglet qui est pas mal du tout, c'est justement alors l'effet secondaire quand on va dedans et on voit du coup différents petits dessins en fait qui sont faits qui reprennent un peu les différents effets secondaires qu'on peut rencontrer en cours de traitement. Voilà, comme le manque d'appétit, alors la dysphagie, donc un petit peu les difficultés pour avaler, des troubles digestifs, les diarrhées un petit peu. Donc on peut par exemple cliquer sur les diarrhées aussi. Et voilà, donc il y a des petites solutions avec des astuces et encore une fois des petites recettes qui sont associées à cette problématique-là. Donc voilà, ça peut être un petit peu une aide déjà au quotidien avec des petites astuces en fonction du problème qu'on rencontre. Voilà, je vais essayer de ressortir de cette page-là. Hop. Et de revenir à l'atelier. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon, merci. Donc voilà pour des conseils un petit peu au niveau de l'alimentation. Alors, bien sûr, il arrive que les apports restent insuffisants et que la perte de poids persiste ou que les patients aient du mal à maintenir un poids stable et à s'alimenter finalement suffisamment malgré ces petits conseils-là et ces adaptations. Du coup, il existe aussi des compléments nutritionnels oraux qui sont en fait des produits de nutrition hyper protéinés, hyper caloriques qu'on va acheter en pharmacie, qui sont remboursés à partir du moment où on a une ordonnance du médecin. Qui existent sous différentes formes, alors vraiment les laboratoires de nutrition ont vraiment bien bossé ces dernières années. Il y en a plein de nouveaux qui apparaissent régulièrement. Ça existe sous forme de boissons lactées, sous forme de jus de fruits, de crème dessert, de brassés, de petits gâteaux. Il y a des versions salées aussi, des potages, des plats mixés, tout faits. Voilà, donc c'est des produits qui ont un intérêt un peu pour compléter les apports dans la journée, qui ne sont pas des substituts de repas, mais vraiment des compléments. Donc, on va plutôt conseiller de les prendre entre les repas, au moment des collations notamment. C'est important de les prendre à la bonne température aussi, de les mettre plutôt au frais quand c'est des produits qui se consomment frais, parce que ça reste des produits enrichis, qui peuvent avoir un arrière-goût, mais qui est quand même bien masqué quand on les consomme à bonne température. Il y a certaines formules qui peuvent être réchauffées aussi, par exemple un complément lacté au café, on peut très bien le réchauffer et ça peut remplacer le café au lait du matin au petit déjeuner, par exemple. Il est possible aussi de les intégrer dans certaines recettes. On peut faire un smoothie, par exemple, avec un petit jus de fruits hyper protéiné. Et puis, c'est des fois plus agréable que de le boire directement à la bouteille. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à en discuter avec le médecin ou le diététicien qui vous suit pour trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est des produits qu'on prend de manière transitoire. Très souvent aussi, c'est bien de changer ou d'en avoir différentes formes parce qu'on finit par se lasser des fois de prendre toujours
le même complément nutritionnel. Mais voilà, c'est des produits qui ont vraiment un intérêt et qui peuvent aider à augmenter un petit peu les apports. Ça peut être important aussi de les présenter un peu de manière plus sympa, par exemple en les versant dans une petite coupelle ou dans un petit gobelet, plutôt que de les consommer tels quels directement dans le flacon qu'on a acheté à la pharmacie. Voilà. Après, on peut être amené aussi à proposer des nutritions qu'on va plus appeler nutrition artificielle, qui vont être démarrées à l'hôpital, mais qui peuvent après être poursuivies à domicile aussi, si besoin. Donc, soit il y a deux manières de faire, soit des nutritions entérales, donc, qui vont utiliser le tube digestif, soit par le biais d'une petite sonde nasogastrique, donc on introduit par le nez et qui va nous amener jusqu'à l'estomac, ou directement par une sonde à boucher au niveau de l'estomac. Qui va du coup avoir l'intérêt de continuer à utiliser le tube digestif, qui reste la manière la plus physiologique, en tout cas, de nourrir de manière artificielle. Ou alors une nutrition parentérale qui là va être directement par voie veineuse, donc par une chambre implantable par exemple, ou par un PICC-Line. Voilà, donc j'aime bien le petit schéma là, récapitulatif qui montre un peu la gradation de la prise en charge nutritionnelle en fonction des besoins. On va commencer, comme dit, par ajuster un petit peu l'alimentation, essayer de donner des conseils sur comment enrichir, comment fractionner, comment adapter un petit peu en fonction des troubles du goût. On peut avoir, du coup, si ça ne suffit pas, proposer des compléments nutritionnels oraux, et si ça ne suffit pas non plus, si besoin, proposer une nutrition entérale ou parentérale. Dans la suite également, du coup, on a quand même très souvent des questions de patients qui sont tentés ou qui ont lu ou qui ont été conseillés pour prendre des compléments alimentaires. Donc, ce n'est pas la même chose que les compléments nutritionnels oraux. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on trouve notamment sur Internet, dans les forums, sur des compléments alimentaires un peu miracles, antioxydants, oméga 3, le curcuma. Voilà, donc notre position par rapport à ça, c'est de s'en méfier quand même, notamment de se méfier un petit peu des produits qu'on peut commander directement sur Internet, dont on ne maîtrise pas forcément la provenance et la composition. Ça reste des produits qui sont en fait les quantités. Alors, pour prendre par exemple l'exemple du curcuma, c'est une question qu'on rencontre fréquemment, sous forme de gélules ou de comprimés. Ce sont vraiment des doses pharmaceutiques beaucoup plus élevées que dans l'alimentation. Donc finalement, ce sont des molécules qui interagissent aussi avec les traitements anticancéreux et qui peuvent du coup avoir des effets secondaires qu'on maîtrise mal. Donc si vous êtes tenté ou si vous avez envie d'en prendre, c'est plutôt bien d'en discuter avec votre médecin ou avec un pharmacien, parce que c'est jamais complètement anodin et complètement sans risque. Voilà, pour reprendre l'exemple du curcuma, encore une fois, on peut très bien l'utiliser par contre dans l'alimentation en rajoutant un petit peu de curcuma dans certaines recettes. Enfin, voilà, on en aura aussi les bénéfices anti-inflammatoires notamment. De même que tout ce qui concerne un petit peu le jeûne ou différents régimes restrictifs, notamment cétogène, il y a pas mal de choses en ce moment, des livres, encore une fois, des forums, des témoignages de personnes qui encouragent ces pratiques-là. Notre position à nous et pour le moment les recommandations scientifiques, ça reste que ces pratiques-là n'ont pas d'efficacité prouvée par aucune étude, que ça augmente au contraire le risque de dénutrition, forcément, parce que si on rajoute des contraintes et qu'on s'interdit de manger certains aliments, en plus de tous les effets secondaires qu'on aurait déjà un petit peu liés au traitement, ça va forcément encore aggraver le risque de ne pas pouvoir se nourrir suffisamment et d'être dénutri avec toutes les conséquences un peu délétères qu'on a déjà évoquées. Donc voilà, tout ce qui concerne un petit peu le jeûne, le régime restrictif, je vous encourage. Alors là aussi, je vais vous mettre, je vais partager un petit peu avec vous un réseau où très régulièrement il y a des informations qui sont remises à jour justement en fonction des études et en fonction des nouveautés qui sortent. C'est le réseau NACRE, donc le réseau nutrition, activité physique, cancer et recherche.
qui, voilà, en fait, le petit livret à côté, c'est eux qui l'ont publié notamment, parce qu'ils avaient refait un petit peu toute l'analyse de toutes les études qui étaient ressorties pour mettre un petit peu à jour les connaissances sur tout ce qui concerne un petit peu le jeûne, les régimes restrictifs dans le cadre du cancer, parce que en même temps, c'est une demande qu'on rencontre souvent. Et voilà, il faut qu'on puisse se positionner aussi par rapport à ça. Et voilà. Et donc les conclusions de cette étude-là, c'était que ça n'a aucune efficacité prouvée, que ce soit en termes de prévention primaire, donc dans l'apparition d'un cancer, mais pas non plus d'efficacité prouvée en cours de traitement, que ce soit pour l'amélioration de certains symptômes ou même en termes de guérison. Donc pour le moment, ce sont vraiment des pratiques qu'on ne va pas encourager en tout cas à faire. Après, si le patient reste très demandeur, on va essayer en tout cas de l'accompagner au mieux. Je voulais vous montrer un petit peu du coup les informations qu'on peut trouver dans le réseau NACRE, donc je vais essayer de faire la même manipulation que tout à l'heure en faisant un partage d'écran. Voilà, alors là normalement du coup vous voyez la page d'accueil de... Bon. Super, bon. Merci Claire. Du réseau NACRE. Alors, sur la page d'accueil, donc déjà, il y a très souvent des actualités, des webinaires aussi un petit peu. Avec moi, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y en avait un sur les pesticides, qui reste aussi une des préoccupations dans le cadre de la prévention. Et du coup, alors, ils ont un petit peu... Enfin, les onglets qu'on trouve en haut, donc c'est une présentation du réseau NACRE, tout ce qui va concerner un petit peu la prévention primaire. Et du coup, alors ce qu'on peut peut-être regarder, par exemple, du coup, c'est pendant le cancer, avec là encore des astuces, des conseils, mais au moins, on est sûr que ce sont des conseils qui sont validés scientifiquement par des études, enfin voilà. Donc il y a différentes choses. Prévenir les troubles du goût, prévenir la dénutrition, on retrouve un petit peu ces choses-là. Et alors, je voulais vous montrer aussi, du coup, il y a des outils. Alors, voilà, on retrouve un petit peu pas mal de documentation, d'informations aussi qui est régulièrement mise à jour et alimentée. Donc là, on est en plein dans Mars Bleu, donc ils ont sorti un petit peu des documents dans ce cadre-là. Voilà, mais sur différentes thématiques, et notamment, on trouvera un petit peu sur le jeûne, mais aussi sur plein d'autres informations. Il y a des petites vidéos, il y a pas très longtemps, ils ont mis une publication un petit peu sur le sucre. Donc voilà, là on retrouve le petit flyer sur le jeûne et le cancer. Et voilà, c'est des documents après qu'on peut commander si on le souhaite, ou qu'on peut télécharger par exemple. Voilà, on peut aussi directement le télécharger pour en lire le contenu ou le commander si on souhaite la version papier. Voilà, je ressors de là. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le traitement. Et je crois qu'il y avait un temps de questions déjà qui était prévu. Voilà, je vous repasse la parole et n'hésitez pas s'il y a des questions. Laurent, Ouais, je veux bien. Juste, merci Valérie, parce qu'il y a vraiment plein d'infos, beaucoup d'infos qui ont répondu déjà à pas mal de questions. Et puis, les deux sites cités, c'est des sites qu'on n'avait jamais, nous, fait la publicité, donc c'est vraiment très, très bien. Ça va répondre, je pense, à pas mal de besoins de personnes intéressées. Il y a, juste par rapport là, sur ce que vous disiez sur le jeûne, il y a, et sur les entre guillemets, je prends parti directement, les fausses idées de ne pas manger du sucre parce que le sucre nourrit le cancer. Ouais, c'est des choses qu'on entend très, très souvent aussi. Alors, le sucre, la tumeur ou le cancer va se nourrir de sucre, mais c'est une vérité. Mais si on prive la tumeur de sucre, il va aller puiser dans d'autres substrats énergétiques, et notamment dans le muscle, en fait. Malheureusement, il s'adapte aussi. Et
et le fait d'avoir une alimentation complètement du coup sans sucre, et du coup ça rejoint un petit peu les régimes cétogènes. Voilà, pour le moment, encore une fois, il n'y a pas d'efficacité prouvée parce que malheureusement la cellule cancéreuse sait s'adapter et va puiser un petit peu sinon ailleurs, et notamment dans les protéines et dans la masse musculaire. Et une autre chose, c'est qu'il y a aussi pas mal d'organes vitaux qui ont absolument besoin de sucre, dont le cerveau, enfin voilà. Donc c'est jamais non plus anodin de se priver complètement de sucre. Voilà. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui voudrait essayer de manger, enfin de limiter au maximum les produits sucrés, on va forcément, enfin voilà, ça rejoint, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure un petit peu dans le cadre de la rémission, ça reste, on va dans le sens de conseils de limiter tout ce qui est produits sucrés, produits ultra transformés, mais pendant un traitement de cancer, il n'y a pas d'effet bénéfique démontré sur la suppression des produits sucrés. Par contre, si je peux me permettre, quand on prend de la cortisone à forte dose, de manière comme ça, une fois par semaine ou moins, c'est vrai qu'on a souvent quand même une sensation par moment de faim douloureuse. Et là, de mon expérience, il me semble que quand on limite les sucres rapides, qu'on prend des sucres lents mais pas de sucre rapide, on se sent plutôt un peu mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, la prise de corticoïdes à forte dose, c'est effectivement une situation aussi particulière avec, pour le coup, parfois des situations un petit peu qui peuvent amener un pré-diabète ou des glycémies un petit peu élevées. Ça peut être des situations dans lesquelles l'équipe qui vous suit peut être amenée même pour le coup à déconseiller de manger des choses très très sucrées, notamment entre les repas. Par contre, effectivement, on ne va jamais déconseiller de manger des glucides complexes, des sucres lents, donc voilà, du pain complet, des pâtes, des céréales de manière générale. Voilà. Après, ça va peut-être effectivement plus être des petits conseils dans le sens de limiter un petit peu le sucre, le chocolat, la confiture, les produits vraiment qui ont un goût sucré, les sucreries. Mais encore une fois, ça peut être lié du coup à une prise de corticoïdes. Et puis ce sera peut-être transitoire et ce sera le médecin qui vous demandera de le faire, mais voilà, c'est des situations un petit peu particulières, et voilà. En dehors de ça, si un patient a très peu d'appétit et qu'il n'a pas envie de manger grand chose, et que les seules choses qui lui donnent envie, ce sont des produits un petit peu sucrés, en général l'équipe médicale va pas s'opposer à manger un yaourt sucré, un flan, enfin voilà, des choses qui apportent du sucre rapide quand même, quoi. Surtout que dans le myélome, la prise de cortisone à dose élevée, elle est discontinue. Elle n'est pas en continu comme dans d'autres maladies. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut jongler parfois entre la période où on est sous cortisone et la période où on n'est pas sous cortisone. Il y a plusieurs questions qui tournent autour des diarrhées, et notamment liées aux rêves limites, mais pas seulement. Ça peut être aussi lié pendant l'autogreffe. Voilà, sur comment gérer les diarrhées par rapport à l'alimentation. Il y a aussi une question sur des médicaments, et je crois que j'en avais entendu parler, je crois, dans la dernière, justement, à la RNM, je crois, sur le Questran, c'est ça, qui est un médicament qu'on peut prendre pour les diarrhées. Je ne suis pas médecin, mais je me suis souvenir d'en avoir entendu parler à la RNM la semaine dernière. Voilà. Comment peut-on, enfin, l'alimentation, j'imagine, oui, peut agir sur le transit, mais les médicaments sont tels que, voilà, comment gérer tout ça? Ouais, c'est des choses dont on a un petit peu échangé du coup tout à l'heure déjà. C'est vrai que les diarrhées, c'est une problématique vraiment fréquente en cours de traitement des myélomes, c'est compliqué. Alors la première chose vraiment très importante déjà, c'est de penser à bien s'hydrater, penser à bien boire. Ce qui peut être intéressant, c'est de boire des eaux vraiment très, très minéralisées aussi pour éviter la déshydratation et pour apporter un petit peu des minéraux, parce que quand on a des diarrhées, on perd de l'eau, mais on perd aussi plein de minéraux. Donc, par exemple, la Vichy Saint-Sior, elle peut être intéressante. Pensez à bien boire de manière régulière, plusieurs fois par jour. Après, au niveau de l'alimentation, alors effectivement,
on peut donner des conseils qui sont des choses assez classiques, de manger plutôt du riz, des pâtes blanches, des carottes cuites, des purées de carottes, des choses qui vont être plutôt constipantes. De choisir des modes de cuisson peut-être qui ne vont pas apporter trop de matière grasse, d'éviter les choses, les fruits crus, les légumes crus, de privilégier les fromages à pâte cuite, comme du gruyère, des fromages comme ça un petit peu à pâte dure qui ne contiennent pas de lactose et qui vont être plus faciles à digérer. Après, il faut être... très souvent, malheureusement, il n'y a pas forcément d'amélioration, il n'y a pas forcément de lien entre ce qu'on mange et l'amélioration des diarrhées. Ça vaut le coup d'essayer pendant quelques jours, de voir un petit peu si ça va mieux. Très souvent, les médicaments antidiarrhéiques tels que l'Imodium, le Thiorphan, sont efficaces quand même. Faut bien prendre ces traitements, pas hésiter à en parler à son hématologue aussi pour qu'il puisse adapter si ça fonctionne pas. Mais éviter aussi, là encore, pour éviter au maximum le risque de dénutrition, parce que finalement, un régime antidiarrhéique suivi trop longtemps, ça peut aussi être amené à des carences, parce que quand on mange que du riz et puis de la viande blanche cuite comme ça sans matière grasse, c'est pas très varié non plus. Donc voilà, mais c'est une problématique vraiment très fréquente, et c'est vrai qu'on rencontre malheureusement souvent des patients qui finissent par avoir peur de manger aussi, parce que ils ont peur que ça entraîne des diarrhées, quoi. Mais voilà, donc ça vaut le coup d'essayer pendant 2-3 jours, voir si ça améliore un petit peu les choses, mais de ne pas non plus poursuivre un régime ou une alimentation antidiarrhéique sur des semaines, surtout si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là, quoi. Et dans ce que vous disiez, Valérie, je pense que c'est important aussi d'insister, c'est sur le fait d'en parler à son hématologue, à celui qui prescrit le Revlimid notamment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va bouger le traitement qu'on a une perte de chance. Il faut vraiment adapter, et parfois, on décide de baisser la dose ou même d'arrêter le Revlimid et de changer de traitement. Mais c'est vraiment essentiel de surtout pas rester avec ces diarrhées qui vous pourrissent la vie et de ne pas en parler à l'équipe médicale qui vous suit, quoi. De manière générale, vraiment, il ne faut pas hésiter à discuter avec les médecins qui vous suivent, parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont là pour ça, et derrière, ils peuvent adapter le traitement médicamenteux. Et après, c'est important de bien les prendre aussi, ces traitements médicamenteux. Malheureusement, on a aussi des fois des patients qui ne veulent pas prendre plus de médicaments et qui du coup, prennent pas forcément les médicaments antidiarrhéiques, pas rajouter des traitements au traitement, alors que ça améliore vraiment la qualité de vie aussi, quoi. Je continue, Claire, il y a des questions sur les vitamines, la vitamine D. Prendre de la vitamine D sous forme de gouttes journalières ou autre n'est donc pas à faire. Il y a la réponse dans la question un peu, Isabelle, mais il y a un point d'interrogation. Alors, en fonction des régions où on vit, en Alsace par exemple, du coup, c'est pas forcément très ensoleillé, et il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en vitamine D. Mais là encore, voilà, parlez-en à votre médecin, il vous prescrira des ampoules de vitamine D s'il juge que c'est nécessaire. Ça se prend mensuellement, c'est ça? Je crois que ça se prend mensuellement, les vitamines D. Tous les 2 mois. Ou on peut en prendre 3 ampoules sur l'hiver. Voilà, mais ça dépend. Les médecins ont des prescriptions variables. Effectivement, selon la région. Ok. Et voilà, en cas de doute, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut doser aussi pour voir si on est vraiment carencé et s'il y a besoin de supplémenter, quoi. Il y a une question qui est un peu dans l'autre sens, mais qui est intéressante aussi. C'est par rapport. Il y a 2 questions sur les douleurs qui sont intéressantes. Il y a la question sur. Donc j'ai des douleurs neuropathiques, je prends un antidépresseur et ça me fait grignoter toute la journée. D'où, du coup, prise de poids, une petite combine pour moins grignoter, point d'interrogation. On est parfois coincé entre deux, voilà, on a peur de la nutrition, on a un médicament qui nous donne envie de grignoter, voilà, comment on gère tout ça, quoi. Alors, il y a peut-être des choix à faire dans ce cas, dans ce qu'on grignote dans la journée, essayer effectivement dans ce cas-là d'aller vers des choses, à l'inverse de tout ce que je disais avant, des aliments plutôt moins riches, d'essayer de s'hydrater, de
voir ce qui est possible aussi au niveau de l'activité physique pour augmenter un petit peu la dépense calorique. Mais oui, bien sûr, c'est aussi des problématiques qu'on rencontre. Mais là encore, il n'y a pas un conseil miracle. Et puis, c'est bien d'essayer d'en discuter avec l'équipe qui vous suit, quoi. Mais ça va être peut-être un choix de ce qu'on grignote et puis essayer de limiter au maximum le grignotage quand même, peut-être d'éviter de boire des choses sucrées entre les repas, les sodas, les choses comme ça. Enfin voilà, essayer de faire un petit peu des choix là-dedans. Et j'ai une dernière question sur la douleur, enfin qu'il y a la douleur qui est un peu qui est complexe, je pense. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont efficaces pour faire diminuer la douleur? Ce serait chouette. Je suis d'accord, je suis preneur aussi. Le camembert, ça marche pas. Alors franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait des aliments, je sais pas, ouais. Il y a peut-être une part en tout cas de plaisir qu'on trouve dans l'alimentation et qui peuvent. Mais non, il y a juste, oui, non, mais ce que vous dites, je pense, Valérie, est important, le plaisir, enfin, tout ce qu'on peut faire qui nous occupe, qui occupe l'esprit. Mais c'est vrai que la douleur, là encore, là, je vais être assez catégorique, c'est essentiel d'en parler au médecin. C'est pas seulement imaginer en changeant son alimentation qu'on va régler nos problèmes de douleur. Et il faut vraiment en parler à l'équipe médicale, y compris les équipes de douleur, hein, des centres antidouleurs qu'il y a dans chaque CHU. Enfin voilà, c'est quelque chose de la nourriture, je pense, le plaisir, tout ça abordera une petite chose, mais c'est l'essentiel. C'est là encore, ça va bien au-delà. On ne résoudra pas nos problèmes de douleur, surtout dans le myélome, hein, avec les douleurs osseuses et les douleurs neuropathiques, simplement avec une alimentation. Mais c'est une question importante et on la comprend, on la respecte, bien sûr. Je sais pas si on continue. Il y a une question là que je viens de voir qui me paraît intéressante aussi concernant tout ce qui est les fruits de mer crus. Ah oui, c'est vrai. Oui, et par rapport à l'immunité, du fait qu'on a une immunité en général diminuée, est-ce qu'on peut consommer des fruits de mer crus, des huîtres, des coquillages, etc. Alors, ou est-ce qu'il y a des périodes où il faut vraiment éviter, du style en post-autogreffe, et d'autres périodes où on peut quand même se faire plaisir? Oui. Voilà, finalement, vous avez un peu répondu à la question. Alors là aussi, non, mais là aussi, je vous amène je vous encourage vraiment à poser la question du coup à l'équipe qui vous suit, parce que en fonction des équipes aussi, les pratiques vont peut-être pas forcément être les mêmes, mais de manière générale, voilà, il y a peut-être des périodes, par exemple l'autogreffe, on va un petit peu parler, où très souvent, il y a des consignes un petit peu particulières par rapport au risque infectieux de l'alimentation. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Et voilà. Mais si vous avez un doute, ou voilà, là aussi, posez la question à votre médecin. Mais ce n'est pas des choses qui sont interdites à vie parce qu'on a un myélome, en tout cas. Non, je confirme. Voilà, je ne sais pas s'il y a Claire, je pense qu'on va peut-être passer. Je pense qu'on a fait. Je pense qu'on peut continuer sur. Il y avait juste une petite question qu'on pose rarement, et je pense que ça va accentuer ce que vient de dire Valérie sur l'ensemble de son discours. C'est par rapport aux végétariens, ceux qui sont végétariens et la nutrition pendant le cancer, pendant les traitements, et quand on est végétarien. Oui. Alors, en fait, de manière générale, hein, alors forcément encore plus quand on est malade, on a globalement besoin de tous les groupes d'aliments pour couvrir nos besoins nutritionnels dans différents micronutriments, dans différentes vitamines. Les patients qui mangent pas de viande, mais qui mangent par contre du poisson, des œufs, des produits laitiers, il n'y a pas de. Enfin voilà, en général, ils équilibrent bien les choses en mettant des aliments équivalents à la place, et ça peut être consommé. Voilà, là où il y a un petit peu vraiment plus de risque de carence, c'est chez des patients végétaliens qui vraiment du coup mangent rien du tout d'origine animale. Alors effectivement, il y a certaines choses qu'on peut compenser, notamment sous forme de protéines végétales, mais là aussi c'est important d'être suivi pour le coup par un médecin, parce qu'il y a certaines vitamines qu'on ne va pas trouver dans les produits végétaux, et là c'est important par contre de
prendre très souvent des compléments alimentaires, mais d'être suivi aussi par un médecin nutritionniste ou voilà, pour savoir un petit peu comment compléter les apports, quoi. Ok. Merci Valérie. De rien. Alors, Du coup, on peut poursuivre, je pense. Ok. Du coup, donc je voulais forcément aborder un petit peu l'autogreffe parce que il y a des patients qui sont du coup concernés par ce traitement-là. Donc là, encore une fois, on va parler de dénutrition. On sait à peu près qu'un patient sur 3 est dénutri quand il arrive à l'autogreffe. C'est compliqué parce que la dénutrition risque de s'aggraver pendant ce traitement quand même intensif. Donc c'est important, alors pour nous, équipe soignante, du coup, de le dépister et de le prendre en charge pour éviter que ça s'aggrave en fait au cours de l'autogreffe et du post-greffe. Alors, j'ai été assez vague dans justement tout ce qui concerne un petit peu l'alimentation à faible risque de contamination. Donc voilà, très souvent, pendant la période d'aplasie, vous aurez des consignes un petit peu dans le sens d'éviter les aliments qui pourraient amener une intoxication alimentaire. Enfin, voilà, là encore, en fonction du protocole et de l'équipe qui vous suit, ça ne va pas forcément être la même chose d'un établissement à l'autre. Donc voilà, mais de manière générale, c'est globalement tout ce qui est un petit peu produit animal pas suffisamment cuit. On va vous déconseiller de manger des carpaccio ou des steaks tartare, du poisson cru, des sushis. On va vous demander de faire attention aux œufs, de manger plutôt des omelettes bien cuites, mais pas d'œufs à la coque dans lequel le jaune est encore un petit peu coulant. De faire attention aux desserts dans lequel il y a de l'œuf cru, comme la mousse au chocolat par exemple. Voilà. De faire un petit peu attention à tout ce qui est produits laitiers ou lait cru. Voilà, ça va être pendant la période d'aplasie, avec encore une fois des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes d'un centre à l'autre. Donc encore une fois, vraiment en fonction du médecin qui vous suit, il vous conseillera de manière adaptée. Le gros souci qu'on rencontre en fait pendant l'autogreffe et après l'autogreffe, c'est le risque de mucite, donc vraiment de douleur dans la bouche, de douleur au moment de la déglutition, avec très souvent nécessité d'adapter un petit peu la texture et la température des aliments. Très souvent au début, les personnes arrivent à manger d'abord un petit peu de glace parce que le froid, ça fait du bien, ça soulage un petit peu les douleurs, des laitages, des yaourts, des flans, des petits suisses, des choses comme ça. Très souvent quand même des problèmes de diarrhée, de diarrhée pendant et après l'autogreffe, de nausées, de vomissements. C'est une période quand même où les patients sont très fatigués, souvent à cause de l'aplasie. Si, en fonction encore une fois de l'établissement dans lequel vous êtes autogreffé, si l'hospitalisation se fait dans une chambre en isolement protecteur avec du coup aussi un périmètre un petit peu limité, ça limite aussi l'activité physique possible, ça aggrave du coup aussi le risque de perte de masse musculaire. Donc voilà, c'est une période un petit peu sensible, l'autogreffe, dans lequel peut-être on sera amené à vous proposer une nutrition artificielle, là encore entérale, donc par le tube digestif ou parentérale si besoin. À la sortie d'aplasie, donc on reprend progressivement, l'objectif c'est de reprendre progressivement une alimentation donc fractionnée, là encore une fois par petite collation, plusieurs fois par jour, petite prise alimentaire. Très souvent on n'arrive pas tout de suite à remanger en quantité habituelle, en quantité normale, en faisant juste 3 repas par jour. Donc là encore une fois on va encourager à faire des petites prises alimentaires tout au long de la journée. On peut encore une fois, là aussi, compléter ces apports par des compléments nutritionnels oraux. Donc, on en a parlé tout à l'heure au moment des collations. L'importance de l'activité physique adaptée aussi pour reprendre de la masse musculaire et de la force musculaire. Voilà, dans l'objectif de récupérer une qualité de vie au plus vite. Voilà, c'était tout pour du coup la période de l'autogreffe, parce que finalement il y a beaucoup de choses et beaucoup d'effets secondaires qu'on avait déjà abordés un petit peu pendant toute la période du traitement.
Voilà, pour finir sur des choses un petit peu plus générales, mais voilà, de parler du coup des périodes de rémission, où là, bah, finalement, si le patient est pas dénutri et quand on va bien, on revient sur des conseils qui sont valables sur la population en général. Et là, on va plus orienter vers une alimentation variée, équilibrée, d'essayer de conserver des bonnes habitudes de vie en étant vigilant aux principaux facteurs de risque de cancer, mais aussi d'autres pathologies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose. Donc voilà, on va essayer d'adapter au fur et à mesure aussi nos conseils en ce qui concerne l'alimentation, l'activité physique, le tabac, l'alcool, l'environnement et de rester dans une démarche de dépistage d'autres cancers. Donc là, le petit fascicule, en fait, c'est aussi un document qu'on peut trouver sur le réseau NACRE que je vous ai montré du coup tout à l'heure. Et donc voilà, pour aborder un petit peu les différents facteurs de risque de cancer quand même. Enfin, les deux principaux, ça reste quand même le tabac et l'alcool. Donc on va vraiment conseiller aux patients d'arrêter ou de pas fumer, de limiter au maximum la consommation d'alcool, d'essayer de se rapprocher d'un poids santé, après les différentes problématiques, de participer à tout ce qui est un petit peu vaccination de manière générale, de se protéger du soleil. Donc ça, c'est des conseils autres que l'alimentation. Et là aussi, du coup, je voulais vous partager, alors j'ai pas mis le nom sur le diaporama, mais juste vous montrer un petit peu un site qui est très bien fait aussi dans le cadre des conseils d'alimentation équilibrés pour du coup la période de rémission. Alors là, ils sont en petit sur ce diaporama-là, mais je vais vous montrer du coup le site. Alors c'est mangerbouger.fr, c'est facile, c'est le site du PNNS. Alors je vais le partager encore une fois à l'écran. Il y avait des documents qui avaient été sortis avec Manger Bouger, oui. Ouais, qui sont... Donc voilà, donc là normalement vous voyez la page de mangerbouger.fr. Donc en fait il y a différents onglets. Alors il y a Bouger plus, donc ça va vraiment concerner la partie activité physique et les conseils, des choses qu'on entend quand même de plus en plus maintenant dans les médias sur l'activité physique régulière et bénéfique pour la population. Et du coup, quand on va dans manger mieux, alors il y a je voulais vous montrer un petit peu deux choses intéressantes. C'est alors les recommandations, on va le montrer, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais quand on va dans se faire plaisir en mangeant équilibré, il y a même du coup la fabrique à menu. Et là, c'est pas mal quand on n'a pas d'idée, où vraiment on peut planifier directement un menu personnalisé. Alors, on peut même rentrer un petit peu des paramètres personnels, mais du coup, on peut... Voilà, là, vous voyez par exemple des idées de menu, alors souvent en fonction de la saison, avec même la liste de courses qui est associée. Enfin, voilà, des choses un petit peu sympas quand on cherche des recettes dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et du coup, alors voilà, c'était ce que je voulais reprendre un petit peu avec vous par rapport aux recommandations justement alimentaire. Comme ça, on en voit un petit peu le détail. Donc, dans la période de rémission, encore une fois, pour un patient qui va bien, qui n'est pas dénutri, qui n'est pas de souci, on reprend finalement tout ce qui concerne un petit peu l'alimentation, les recommandations d'alimentation équilibrée en général. C'est-à-dire, alors voilà, des choses qu'on entend beaucoup, mais d'augmenter un petit peu la consommation de fruits et légumes. Donc, le message 5 fruits et légumes par jour, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est maintenant connu. On recommande aussi de consommer plus de légumes secs, donc lentilles, haricots, pois chiches. Donc les recommandations, c'est d'essayer d'en manger 2 fois par semaine, parce que vraiment, globalement, en fait, un des principaux objectifs, c'est d'augmenter la consommation de fibres. Et du coup, les fruits, les légumes secs, c'est des produits qui sont riches en fibres. Les fibres ont vraiment un rôle protecteur. Pour la même raison, d'essayer de consommer plus de féculents complets. Donc voilà, d'essayer au moins une fois par jour de remplacer son pain blanc par du pain complet ou du pain aux céréales, ou d'acheter des pâtes complètes, du riz complet. Le poisson, les recommandations, c'est d'essayer d'en manger 2 fois par semaine. Au niveau des matières grasses, on va conseiller
changer un petit peu les sources de matières grasses utilisées pour varier justement les sources d'acides gras notamment, parce que ça reste des sources d'acides gras essentiels, donc que le corps ne sait pas fabriquer. C'est bien de varier un petit peu, d'avoir par exemple une huile d'assaisonnement comme l'huile de noix ou de colza, et puis une autre huile qu'on va utiliser plus pour la cuisson. Les produits laitiers, 2 par jour pour les adultes. Et à l'inverse, les recommandations sont de réduire encore une fois la consommation d'alcool, 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Limiter les produits sucrés, les produits ultra transformés, donc tout ce qui est soda, gâteaux, petits gâteaux industriels, les céréales pour petit déjeuner, très sucrés, enfin voilà, tous ces produits-là, les biscuits apéritifs. Les produits salés et le sel, donc limiter au maximum les produits tels que la charcuterie. Voilà, en Alsace, on n'est pas très bon en Alsace. Mais voilà, de limiter un petit peu, limiter la consommation de sel, et la recommandation aussi qu'on entend maintenant beaucoup dans les médias, c'est de limiter aussi tout ce qui est viande rouge, sachant que dans viande rouge, enfin voilà, ils mettent aussi le porc, le veau. Et là, les recommandations, c'est de limiter à 500 grammes par semaine, ce qui veut quand même dire qu'on peut en manger de temps en temps quand même. 500 grammes, c'est pas non plus pas du tout. Et de privilégier à l'inverse plutôt la volaille. Voilà, donc un site bien fait avec aussi des petits tests par rapport à l'activité physique, et surtout, encore une fois, des idées recettes qui sont vraiment sympas et bien faites. Voilà, je ressors. Super. Alors. Non, merci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire un petit peu. Et il est 19h pile. C'est quand même assez fabuleux. C'était super intéressant, Valérie. Vraiment, merci beaucoup. Il y a une petite question parce qu'on n'a pas du tout abordé. C'est Arlette qui pose: quel petit déjeuner? En période de rémission, de l'alimentation équilibrée, vraiment, de manière générale, je pense, de manière plus globale. Oui, après, ça va encore une fois dépendre des goûts de chacun. On peut, alors c'est plutôt bien d'essayer de manger pour le coup un produit céréalier plutôt complet, donc du pain complet, du pain au son, ou des céréales complètes, voilà, des flocons d'avoine, des choses comme ça qu'on peut mélanger avec des fruits, ou manger un fruit. On va plutôt conseiller de manger un fruit que de boire le jus de fruit, parce que du coup, le fruit entier est plus riche en fibres que le jus de fruit. Voilà, on peut manger un produit laitier au petit déjeuner. Voilà, un peu de beurre, un peu de confiture. Enfin voilà, après ça va dépendre un petit peu des goûts de chacun, quoi. Mais voilà, des choses assez classiques. Si on est plutôt salé, on peut manger un petit peu de fromage à tartiner sur ses tartines, c'est très bien aussi. Voilà. Encore une question sur le pamplemousse. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué le pamplemousse, parce que c'est vrai qu'en général, on dit quand on a un cancer, qu'on est en traitement, il faut absolument éviter le pamplemousse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, et est-ce que c'est seulement le pamplemousse ou les agrumes en général? Alors effectivement, le pamplemousse, en fait, il y a une molécule dont je ne sais plus du tout le nom par cœur, mais qui interagit avec pas mal de médicaments, en fait, notamment aussi des médicaments anti-rejet. Et en fait, c'est lié à ça, en fait. Du coup, c'est vraiment pour une histoire d'interaction médicamenteuse. Alors, c'est pas que le pamplemousse, c'est aussi l'orange amère, notamment. Mais voilà, par contre, ça va pas être le citron, ça va pas être une orange classique. Donc voilà, et se méfier aussi de certaines boissons, certains multivitamines, par exemple, ou certains sodas, d'être sûr qu'il n'y a pas de pamplemousse dans la composition. Et en cas de doute, là aussi, encore une fois, pas hésiter à poser la question à un pharmacien, à un médecin, enfin voilà, qui sera vraiment apte à répondre à la question. Il y a une question, qui n'est pas une question à laquelle Valérie va répondre, mais c'est Cornélis, c'est une question importante dans le myélome. Il est écrit: il n'y a jamais de rémission, point d'exclamation, où vous appelez la rémission la période en chimio d'entretien. Oui, c'est-à-dire que la rémission, dans le myélome, effectivement, aujourd'hui, la plupart des malades du myélome ont une chimio d'entretien pendant la période de rémission. Et donc, c'est cette période-là qu'on appelle rémission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux malades et ceux qui sont en rechute aujourd'hui, et même les tout nouveaux malades, je veux dire, il y a très peu de malades qui n'ont pas de traitement d'entretien aujourd'hui
y compris en période de rémission. Donc il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui ont traitement même en période de rémission. Et c'est vrai, et ça, on en parlait pour la diarrhée, hein, mais on peut être en rémission, on est en rémission, on pourrait se croire tranquille et malheureusement, et en même temps heureusement, parce que le traitement d'entretien, il est là pour pousser le plus loin possible cette période de rémission et donc éviter la rechute. Mais oui, ce qu'on appelle rémission, c'est on peut être en rémission et en même temps en traitement d'entretien. Je n'ai pas dit de bêtises, Claire. Hein. Oui. Moi, comme je suis malade depuis longtemps, j'ai eu une période de rémission avec une simple surveillance, mais sans traitement. Mais c'était après ma première autogreffe en 2007. Donc, et par contre, j'avais participé à l'époque à l'essai sur le Revlimid. Donc, bon, il se trouve que j'avais le placebo. Mais bon. Tu n'avais pas eu les joies de la diarrhée à ce moment-là. Voilà, non, je n'avais pas encore connu ça. Donc, mais effectivement, maintenant, je crois que pratiquement énormément de patients ont un traitement d'entretien. Hein. Voilà, et le traitement d'entretien est de plus en plus long, globalement. Ouais. Voilà. Ouais. On n'est pas médecin, on n'est pas hémato, plus exactement, on n'est pas hématologue, mais voilà, mais c'est ce que nous disent nos hématologues. Je sais pas si je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Oui. Il y en a une qui est aussi qui me paraît complexe. Lorsqu'il y a une forte baisse des leucocytes, est-ce qu'il y a des aliments spécifiques pour les rebooster? Alors là, moi, il me semble que quand on a une forte baisse des leucocytes, le médecin peut prescrire. Moi, j'ai eu du Zarzio à une époque pour remonter mes globules blancs, mais j'ai pas eu connaissance de traitement alimentaire qui pouvait améliorer la situation. Hein. Valérie, je ne sais pas si vous avez Non, pareil. Pas à ma connaissance. Autant en cas d'anémie, on va conseiller de consommer des aliments plutôt riches en fer, mais c'est vrai que pour une baisse de globules blancs, non, malheureusement, pas à ma connaissance. Je pense, enfin, toute la séance, tout l'atelier aujourd'hui a bien montré l'importance de l'alimentation, d'avoir une alimentation riche, variée, faire attention à ce qu'on mange, prendre plaisir à ce qu'on mange aussi, hein, c'est important. Mais en même temps, dans nos histoires médicales, enfin, le myélome est une maladie telle que il y a des moments où l'alimentation ne peut pas faire grand chose et l'essentiel étant les traitements que nous donnent nos équipes d'hématologie. Hein. Faut pas non plus. On peut avoir les deux mêmes. À la fois, on peut dire les deux choses. C'est-à-dire que oui, l'alimentation est essentielle. C'est essentiel de faire attention qu'on mange, mais en même temps, ça ne fait pas tout. Et les traitements sont là aussi pour nous permettre soit d'être en rémission ou d'aller mieux. Quoi. Oui, tout à fait. C'est important de le dire même parce que du coup, quand Claire m'a sollicité pour l'atelier, j'ai commencé par taper dans ma barre de recherche alimentation et myélome, mais c'est vrai qu'on arrive très vite en fait, et c'est pour ça que je voulais quand même parler de tout ce qui était un petit peu régime restrictif, le jeûne, les compléments alimentaires, parce que c'est vrai qu'on tombe très vite quand on se laisse comme ça emmener sur des forums, des aliments miracles. Enfin voilà, malheureusement, effectivement, il n'y a pas d'aliment miracle qui remplace un traitement anti-cancer. Ouais. Et pour le jeûne, il faut quand même savoir que assez récemment, il y a des gens qui ont été condamnés pour avoir organisé des jeûnes intenses et où il y a eu des morts. Hein. Faut quand même être très prudent par rapport aux questions de jeûne. Ça peut être vraiment dangereux. Voilà. En tout cas. On vous a perdu à l'image, Claire et Valérie. Non, c'est toi qui es perdu à l'image. Nous, on se voit encore. C'est toi qui as disparu. Tu peux peut-être enlever le partage, Audrey, s'il te plaît, du question. Voilà. T'es toujours pas là. Il n'y a que moi, en fait. Toujours pas là. Moi, je suis là. Enfin, si tout le monde nous voit, c'est pas grave. C'est moi qui vous ai perdu. Je te laisse donner le mot de la fin, Claire. Oui, alors en tout cas, Valérie, un très grand merci parce que vous nous avez apporté vraiment plein de bonnes pistes. Et puis, on va ajouter avec grand plaisir les différents sites que vous nous avez indiqués, qu'on va mettre, je pense, sur Myélonet. Hein,
Laurent. Tout à fait. Et alors bon, faut qu'on voit où on le place, mais je pense que dans tout ce qui est effectivement soins de support, thérapie complémentaire, je pense que ce serait la bonne place. Tout à fait, oui. Et puis ça a vraiment, les exemples de sites, Valérie, ont vraiment donné à cette webconférence une forme d'atelier avec des outils, donc c'était vraiment très très bien. Merci à vous. Et il y aura un replay. Oui, ok, parfait. Voilà, très, très grand merci. Et puis, alors, dans les prochains temps, il y aura un autre atelier, mais dont la date n'est pas encore fixée, qui sera au mois de mai sur le travail de la mémoire avec Oncogite, pour ceux qui connaissent éventuellement ce site-là, et les animateurs d'Oncogite. Voilà, et je crois qu'il y aura encore un autre atelier, mais Sophie n'étant pas là, je n'ai plus en traite. Voilà. Ça dépend des mémoires, ma petite Claire. En tout cas, voilà, c'était nous. J'espère que ça vous a convenu, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Valérie. Merci à tous. Merci Valérie. Merci Claire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Laurent. Au revoir. Et merci à Audrey aussi. Et oui, Cyril. Bien sûr.